bonsoir et bienvenue à vous dans les bonnes feuilles à croquer. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Hadib Benazi à l'occasion de la sortie de son tout premier roman, Marée basse, aux éditions d'Alimen. Il s'agit d'un polar qui nous balade à Tamanrasset, à New York, en passant par le Liban, la Syrie, la Russie, la Nouvelle-Calédonie, l'Australie et j'en passe. Il y a de l'intrigue, du suspense, des kidnappings, du sang aussi. En fait, tous les ingrédients d'un bon polar sont dans Marée basse. Hadib Benazi, bienvenue à vous. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir Mariam, merci à vous. Vous vivez à Londres, vous travaillez dans le domaine de l'intelligence artificielle dans les marchés financiers. Vous avez pas mal voyagé un petit peu partout dans les pays que j'ai cités tout à l'heure. Et vous êtes à Alger à l'occasion de la sortie de votre tout premier roman, je le disais, Marée basse. C'est un polar et je dois préciser que c'est un genre littéraire qui est pas vraiment exploité par nos écrivains, les écrivains algériens. Pourquoi ça vous a tant attiré? Alors j'ai toujours aimé le polar. Ça fait longtemps que j'en lis. Je suis un grand consommateur de polar, de thrillers, principalement des thrillers anglo-saxons. Et c'est un genre que moi qui me plaît beaucoup. Et j'ai toujours voulu le transposer dans le domaine en Algérie en fait. Ouais. C'est quelque chose qui me tenait à cœur. En tout cas, vous avez grandi à Alger, vous êtes né à Alger, ouais. Et tout petit déjà, vous fréquentiez les librairies de la rue des Douches-Mourad avec votre papa, et il y a eu cet éveil à la lecture. Absolument, oui, toutes les semaines, tous les jeudis matins, pour être précis, on descendait rue des Douches avec mon père, chiner dans les librairies, et donc je suis tombé dedans petit. Alors à l'époque, c'était pas vraiment des polars, j'étais plutôt bande dessinée. D'ailleurs, je suis toujours. Mais alors bande dessinée, Tintin? Non, pas vraiment. Jamais Tintin. J'ai jamais accroché Tintin. C'était quoi que vous lisiez alors? Depuis petit. Alors, c'est marrant que vous me posiez la question parce que la première bande dessinée dont je me souviens, j'avais, je crois que 7 ans et c'était à Alger, à la librairie du Tiers-Monde avec mon père. On avait acheté et c'était une bande dessinée qui décrivait la prise de Constantine en 1836. Donc avec des images assez fortes, je dois avouer, mais c'est une BD qui m'est restée. Qui vous a vraiment marqué. Ouais, je me souviens encore des images. Ouais. Oui. Je crois que c'était peut-être un peu violent pour mon âge, mais oui. Comme quoi, mais c'est resté, absolument. En tout cas, le héros de Marée basse est comme vous, un globe-trotteur. Il s'appelle Walid. Alors oui, comme moi, il faut le dire vite, parce que j'espère que je lui ressemble pas trop. Non, vous lui ressemblez pas, mais par rapport aux régions qu'il va visiter, j'entends. Oui. Il a parce qu'il nous entraîne à travers le monde. Voilà, en Syrie, à Londres, au Liban, en Inde, à Singapour. Ouais. Il y a plein de suspense. Vous nous tenez en haleine. Vous nous faites voyager aussi à travers ce personnage. Oui. Walid, c'est un personnage qui est assez international. Hein. Il a fait ses études aux États-Unis. En fait, il est né à Alger, a grandi à Alger jusqu'à l'âge de 16 ans. Et puis, après, à travers le métier de ses parents, a déménagé aux États-Unis à 16 ans. Et puis, comme c'était un garçon assez brillant, il a intégré Yale en droit. Qui lui a donné pas mal d'accès à beaucoup de choses. Il est devenu avocat d'affaires à New York. Donc sur le papier, ça peut paraître assez bien, sauf que bon, c'est pas si simple en fait. Mais c'est quelqu'un qui a un réseau assez international. Il connaît des gens partout à travers le réseau de Yale en fait. Et ouais. En tout cas, l'histoire commence le 12 septembre 2014. Absolument. Ça commence dans le sud, donc à Tamanrasset, où Walid il travaille comme juriste, comme vous le disiez, dans une compagnie pétrolière. Ouais. Et puis le déclic, c'est que il va assister en fait à une scène surréaliste. Il est témoin d'un crime. Absolument. Il va être témoin d'un crime en pleine nuit dans la région de Tamanrasset, alors qu'il y a un gros vent de poussière. Alors on peut se demander, c'est assez être témoin de quelque chose dans le désert, faut vraiment le vouloir. Oui. Mais en fait, j'aime beaucoup la région de Tamanrasset. Je suis allé assez souvent. Qu'est-ce que vous avez visité? Vous avez été à la Secrème? Oui, bien sûr, comme beaucoup la Secrème. Mais si vous voulez, ce que j'aime bien là-bas, c'est que il y a cet aspect, on a l'impression où c'est assez lunaire, on a l'impression qu'il y a rien. Et puis, au détour, par exemple, d'une roche à un virage, une roche noire. Voilà, une roche noire. On trouve des choses extraordinaires. Vous savez, dans la région de Tamanrasset, il y a un endroit qui s'appelle Afilal. Oui. Et on voit rien. Et puis, tout d'un coup,
boum, il y a un courant d'eau, de la vie, des poissons, et c'est complètement inattendu. Et là, en fait, Walid, il est en pleine nuit, en plein désert. Il a une insomnie, en fait. Il a une insomnie, il a du mal à dormir. Alors, il y a des raisons à ça, hein. Oui. Et il découvre quelque chose de complètement inattendu au détour d'une roche, et boum, voilà. Et c'est comme ça que le roman commence. Ça commence comme ça. Ouais. Il y a Walid, bien sûr, dans le roman, mais il y a aussi beaucoup de femmes qui traversent cette histoire. Ce sont des femmes fortes. Elles sont très présentes dans votre roman. C'était voulu, cet aspect? Mais écoutez, en fait, non, c'est assez inconscient. Ah oui? Non, c'était pas voulu. Enfin, c'était pas voulu inconsciemment, sûrement, mais je l'ai pas fait consciemment. Et c'est vrai qu'on me l'a fait remarquer à travers les premiers retours de lecteurs. C'est que Walid reçoit l'aide de pas mal de femmes assez fortes, en fait, durant toute son odyssée. Des femmes avec pas mal de caractère, sans qui, enfin, il pourrait pas aller plus loin, absolument. Ouais. En tout cas, en arrivant à l'université de Yale, il découvre un monde Interpol, un monde bizarre. Partout gravitent les enfants de riches. Ouais. Et c'est pas vraiment beau. Bon, ils sont arrogants, ils sont méprisants. Ouais. Ils méprisent les pauvres. Ouais. Et vraiment, Walid n'aspire qu'à une chose, il veut leur ressembler, n'est-ce pas? Ouais, absolument. Alors, ils sont pas que riches, hein, ils sont riches et puissants. C'est-à-dire que ce sont des enfants de sénateurs, d'hommes d'affaires, de grands banquiers, etc. Et ils ont accès à tout. Et Walid arrive là-dedans, il est impressionné. Lui qui a fait le parcours normal pour entrer à Yale, c'est-à-dire les examens, les lettres de recommandation, etc. Mais eux, non. Eux, si vous voulez, aux États-Unis, dans l'ancienne des grandes écoles, si vos parents font un très très gros chèque à l'université, comme genre Yale, Harvard, etc., eh ben, vous avez de très grandes chances de rentrer là-dedans. On peut parler de corruption? Ah, mais c'est de la corruption à grande échelle. Oui, absolument. C'est des choses que vous avez vues? Oui, bien sûr, oui, j'ai gravité là-dedans. Donc c'est un monde que j'ai côtoyé, que d'ailleurs je côtoie encore. Oui. Mais si vous voulez, lui, il va être impressionné par ça. Il va dire, waouh, ils sont puissants, ils sont grands, ils ont tout compris. C'est ça la réussite. Et bon, il va tomber un peu des nues, mais ouais, lui, il n'est jamais sorti d'Algérie jusqu'à 16 ans. Il découvre ça, ils ont accès à tout, c'est extraordinaire. C'est un monde ultra capitaliste, en fait. Ultra capitaliste, mais ultra connecté. Tout est facile pour eux. Mais en même temps, il y a pas de compassion, il y a pas d'humanisme, il y a pas d'empathie. Aucun, non. Voilà, ce sont des gens qui sont très transactionnels. Si je donne quelque chose, je dois recevoir quelque chose. Il y a pas si vous voulez, il y a pas d'humanité là-dedans. C'est complètement dépourvu d'humanité. C'est l'intérêt personnel qui prime, en fait. Oui, absolument, absolument. Et c'est ils sont tous très très centrés sur eux-mêmes. Et Walid ne va pas le voir tout de suite, va pas le ressentir parce que il est tellement impressionné par les lumières, par tout ce qui brille, et que voilà, il va être aspiré là dans ce monde-là. Ouais. Pour lui, c'est comme ça qu'on peut réussir. Il veut leur ressembler. Absolument, absolument. Oui. Il vient d'un environnement assez modeste, Walid, et donc voilà, il a l'impression que ces gens-là ont réussi, alors que et ses parents non, alors qu'en fait c'est un peu le contraire. Ouais. Voilà, donc un milieu modeste. Son père a décroché un petit poste subalterne à l'ambassade d'Algérie à Washington. Ouais. Voilà, c'était un simple fonctionnaire. Ouais, absolument. Et sa maman était institutrice. Absolument. Donc il est un peu émerveillé par cet univers. Ah oui, complètement. Bling bling. Bling bling complètement. Et c'est surtout ce qui l'impressionne, c'est le pouvoir de ces gens-là. Ils peuvent vraiment faire ce qu'ils veulent. Ouais. Voilà. Alors sur le plan affectif, c'est quelqu'un qui c'est une catastrophe. C'est quelqu'un qui ne s'attache jamais non plus. Non. Et malheur aux filles qui vont croiser son chemin. Ouais, il ne peut pas s'attacher. Alors il y a des raisons profondes à ça, mais c'est quelqu'un qui ne peut pas s'attacher et il consomme les filles, les relations humaines comme des sortes d'aliments sans saveur, si vous voulez. Il est jamais rassasié, mais pour lui tout ça doit servir son intérêt personnel, son ego, et il avance comme ça. Et il trouve ça complètement normal parce qu'en fait il n'est entouré que de ça. Donc pour lui c'est ça la normalité. C'est un briseur de cœur, c'est un heartbreaker, comme vous diriez. Oui. Puis c'est un garçon qui plaît. Donc c'est un beau parleur, il a ses beaux garçons, il est très introduit à Yale, il a accès à pas mal de choses. Donc si vous voulez, il plaît beaucoup et il en profite beaucoup. Ouais. Alors sur son chemin, malheureusement, il y a cette jolie Zeynep. Ouais. On dit Zeynep, Zeynep, pas Zeynep. Non, Zeynep, c'est turc, ouais.
Donc Zeynep, une étudiante turque, s'attache à lui très vite, mais c'est pas son cas à lui, il s'en fiche complètement. Non, complètement, oui. Alors lui, il la rencontre alors il est sur le point de terminer Yale. Elle est en première année et elle s'amourage de lui, mais lui, enfin, s'en moque complètement. Il a une relation avec elle, mais bon, pour lui, il veut d'autres filles en même temps. C'est pas. Et un soir, elle vient le voir pour lui annoncer qu'elle attend un bébé de lui. Oui, elle lui annonce ça, mais lui s'en moque complètement. Et d'ailleurs, il la croit pas. Il dit c'est ridicule. Et il l'envoie balader. Il l'envoie balader. Il va se passer quelque chose après. On va pas trop en dire. De grave et qui va changer sa vie, mais pas tout de suite. Là, il s'en rend pas compte. Il s'en rend pas compte du tout, non. Voilà, moi j'ai remarqué cette contradiction entre cette Zeynep qui est très très attachée, très amoureuse, qui est très faible devant lui, qui est impuissante, qui est rejetée, et les autres femmes qui sont très 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 fortes, qui vont un petit peu le guider, le mener par le bout du nez aussi. C'est intéressant. Absolument, il y a un contraste là-dedans, et quelque part c'est peut-être ça qui va l'attirer chez elle. Il va être complètement sous leur je dirais même pas que sous leur charme, parce que c'est une question de vie ou de mort dans ces cas-là. N'oublions pas, c'est un polar. Oui. Donc ce sont des femmes assez qui vont pas mal le fasciner, mais bon, qui vont aussi lui sauver la vie dans son épopée. Et lui, il est faux, c'est un comédien, parce que Zeynep, on peut le dire, elle va disparaître, elle va mourir, et il va être plus tard hanté par sa mort, mais le jour de ses funérailles, il va jouer vraiment la comédie. Il va faire un discours émouvant. Il est complètement faux. Oui, c'est horrible. D'ailleurs, cette scène est absolument horrible. J'ai eu pas mal de retours de gens qui étaient horrifiés par cette scène. Oui, parce qu'en fait, il va faire un discours en son honneur. Il va même pleurer alors qu'il n'en pense rien. Tout ça, c'est de la comédie. Et pourquoi il joue la comédie? C'est pour être bien vu. C'est une performance théâtrale qu'il effectue, et j'ai envie d'être bien vu, j'ai envie qu'on parle de moi. Donc c'est lui qui met en valeur le jour de la mort, d'une proche. C'est absolument horrible. Funérailles de Zeynep. Il y a rien en termes d'humanité, il y a plus rien. Oui, mais l'image c'est important à Yale. Vous avez fréquenté l'université de Yale. Si vous voulez, l'image. Même si elle est faussée, je veux dire. Mais l'image est tout. L'image est ce que vous et représente tout. C'est un monde d'image il faut montrer. Le reste n'a pas d'importance. Donc c'est pour ça que vous savez, dans les universités américaines, il y a aussi un gros trafic de drogue, de stimulants. Alors ça s'appelle l'Adderall, je crois. Oui. Et c'est pour aider sur l'attention, pour les gens qui ont des problèmes d'attention. Mais sauf que là, c'est utilisé pour des fins, pour être plus performant aux examens. C'est une vraie drogue, c'est horrible. Et c'est utilisé à grande échelle. Mais sauf comme ils sont blancs et riches, c'est pas vu comme du trafic de drogue. Enfin, c'est horrible. Ouais. Vous l'avez vu circuler, cette drogue? Oui, bien sûr, oui. C'est quelque chose de, mais ça rend les gens encore moins humains. Enfin, c'est terrible. Ça vous a touché? Ça vous a dérouté, ces attitudes? C'est pas que ça m'a dérouté, mais si vous voulez, pour moi, c'est l'image même de la déchéance, en fait. Vous en aviez conscience? Oui, bien sûr, vous voyez ça, moi, j'ai eu la chance de prendre du recul par rapport à ces choses-là, donc, mais, je vois ça comme vraiment l'image de la déchéance humaine, ouais. Alors, ce sont des gens qui ont tout, en fait, qui ont accès à tout, mais qui sont complètement c'est en horrible. tout cas, vous avez gardé la tête froide, et comme vous l'avez dit, vous avez pris du recul, vous avez analysé ce comportement. Oui, et ça vous a aidé aussi quand le moment d'écrire était venu. Voilà, c'est ressorti. Oui, après, vous savez, quand on écrit, il y a toujours une part de soi qu'on met. Bien sûr. Donc, ce sont des choses que j'ai vues. Alors, bon, il y a pas que ça, heureusement. Il y a aussi des choses un peu plus belles. Mais ça en fait partie. Vous savez, on vit dans un monde qui est pas tout noir, qui est pas tout blanc, mais qui est dans beaucoup de nuances de gris. Ouais. Voilà. En tout cas, pour le moment, à ce moment-là de la lecture de votre roman, tout va bien pour Walid. Ouais. Il décroche un poste dans un cabinet d'avocats réputé de New York. Et puis un jour, il y a le souvenir de Zeynep qui ressurgit et qui le hante. Ouais. Et là,
commence la descente aux enfers. Ouais, il y a une explosion en lui, hein, en pleine nuit. Alors il comprend pas tout de suite pourquoi, mais il n'arrive pas à dormir, il a des crises de panique, il comprend pas qu'est-ce qui se passe. Et puis il va y avoir des médecins qui le gavent de médicaments parce qu'il n'écoute pas vraiment. Vous savez, c'est là encore on consomme de la médecine. Vous savez, c'est une consommation. Produits chimiques. Ouais, voilà, on donne des produits, on cherche pas tellement à comprendre. Et puis lui, il va finir par comprendre. Il dit, ok, voilà, il y a une raison profonde à tout ça. Et là, ça va être la descente aux enfers. Et puis il va devoir quitter son travail. Enfin, il va être renvoyé plutôt parce qu'il est plus apte vraiment à travailler. Et puis il va essayer de changer de vie. Ouais. Il va essayer de changer de vie, de quitter peut-être ce monde factice. Et il revient donc à Tamanrasset. On le retrouve, Walid. Alors oui, parce qu'il est employé d'une société pétrolière qui va l'envoyer un peu partout dans le monde. Et puis il a cette affectation à Tamanrasset. Et c'est là en fait où l'histoire commence en fait. C'est là où l'histoire commence. Ouais. Avant d'aller plus dans le détail, on va écouter une chanson, Adib. Et... Les bonnes feuilles à croquer, merci d'être avec nous, c'est jusqu'à 22h. Aujourd'hui, on découvre Marée basse avec Adib Benazi. Ce roman est sorti aux éditions d'Aliman récemment. Donc, on est avec votre personnage principal, Walid, qui quitte donc l'université de Yale et qui quitte cet univers aux États-Unis. Il est mal en point et peut-être qu'il va se lancer dans la recherche de la vérité. Il revient à Tamanrasset parce qu'il y travaille aussi. N'oublions pas qu'il est juriste dans un cabinet. Voilà. Et puis après la scène du crime dont il est témoin, c'est là où le roman commence. Il se rend chez la police. Ouais, enfin, il va porter plainte. Puis, d'abord à Tamanrasset, puis à Alger, bien là. Ouais, à Tamanrasset, il va porter plainte, mais le problème, c'est que il n'y a pas de corps. C'était en pleine nuit, le corps a disparu. Oui. Il n'y a aucune trace du crime, ce qui est un vent de poussière qui a complètement tout effacé. Et donc, la police, il dit, ok, on veut bien enquêter, mais il n'y a rien. Donc, ils vont rapidement clôturer l'enquête. Et donc, ouais. Oui, il y a cette scène qui est très amusante qui se passe au commissariat du boulevard Amirouche lorsqu'il va faire une déposition. Il est accueilli par, vous dites, par l'inspecteur Tahar, qui ressemble à s'y méprendre à l'acteur. Il a le même trench coat, sa petite moustache à la Adolf Hitler, la même tignasse frisée. Vous avez aimé ce personnage de l'inspecteur Tahar et de l'apprenti aussi. Oui, bien sûr, comme beaucoup d'Algériens. Sauf que dans mon livre, il n'est pas du tout ce personnage un peu bizarre. Il n'est pas sympathique du tout. Il lui ressemble, mais pas sympathique du tout. Il ne sourit pas. Il est vraiment très désagréable. Donc ils se demandent, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une blague au 8e degré. Je comprends pas. Voilà. C'est un paradoxe. Alors cet inspecteur est expéditif. Il lui dit, mon périmètre c'est Alger et c'est déjà beaucoup. Oui, parce que il leur envoie, il lui dit, si on entend parler de quelque chose sur ce sujet, on vous appellera. Et Walid, il est choqué. Il parle d'un crime, là. Ouais, parce qu'en fait, il est venu à Alger pour essayer de relancer l'enquête, parce qu'à Tamanrasset, on lui a dit, voilà, il n'y a pas d'affaire. Et donc, il essaye peut-être de bouger des choses d'Alger en se disant, voilà, Algérie, c'est assez centralisé, peut-être que ça va aider. Et en fait, non, le policier l'envoie balader, il dit, non, mais il y a pas d'affaire, là. Enfin, c'est Tamanrasset, qu'est-ce que tu viens faire ici? Et heureusement, il va rencontrer Zoubir, qui est un ancien policier à la retraite. Et Zoubir, il habite à la Casbah. Et lui a été témoin de la même scène en 1972. Il va être confronté à cet ancien policier qui est nouvellement à la retraite et qui va lui expliquer que il a été témoin d'une scène similaire, mais au début des années 70. Alors là, il y a pas mal d'interrogations. C'est là que tout commence vraiment. Voilà. Vous titillez le lecteur. On est vraiment curieux de connaître la suite. Et puis vous nous menez comme ça d'une région à l'autre et d'un personnage à l'autre. Donc cet ex-policier a mené l'enquête quand il était encore en activité. D'abord, il a pensé qu'il s'agissait d'un rituel propre aux Touaregs. Il a pensé ça. Il les a infiltrés. Ouais, il est devenu lui-même nomade. Il a appris le tamashek. Il a parcouru le désert. Il a rien trouvé. Et puis il y a eu pas mal de malchance sur son parcours, pas mal d'embûches. Et finalement, il est revenu au point de départ, c'est-à-dire que il y avait pas grand-chose.
Mais Adib, il va lui lancer un nom. Ha ha ha. Il lui donne un indice. Il lui dit, il faut retrouver Marwan Mansour. Il a un petit, il y a une toute petite piste qui est apparue dans les années 80 et qui a disparu après, mais qui est hors d'Algérie. Et il va demander à Walid son aide, parce que Walid est aussi est devenu citoyen américain quand il est aux États-Unis, et puis donc ça lui donne, si vous voulez, des facilités pour se déplacer. Zubair, lui, est un ancien commissaire. Enquêter hors d'Algérie, c'est compliqué. Voilà, et donc il dit voilà, je veux juste que tu recueilles le témoignage de cette personne-là. Et c'est là que ça part, en fait, ça commence. Ça commence comme ça, ça devient palpitant. Et on ne sait pas si ce Marwan Mansour est toujours en vie, parce que l'affaire, elle remonte à 1986. On n'a aucune idée. Il y a aucune, il y a très peu de traces, en fait. Et puis c'est un nom qui est assez commun dans la région d'où il vient, donc c'est assez compliqué, en fait. Et Walid n'est pas policier, voilà, lui, tout ce qu'il voulait, c'était porter plainte. Il voulait porter plainte. Et il se retrouve mêlé à cette histoire. Il est embarqué dans une histoire qui va le mener aux quatre coins de la planète. du monde. Et qui va le transformer surtout. Et qui va le transformer. Et c'est ça le plus important. C'est super intéressant. Commence alors un jeu de cache-cache. Voilà, Walid se lance dans un périple qui commence à Beyrouth. Il va se retrouver à Beyrouth, mais là aussi, comme souvent au début du périple, il va faire appel à son réseau. Qui est-ce que je connais à Beyrouth? Il y a Mouna. Voilà, une ancienne... la première femme, personnage fort. Féminin, absolument. Qui est une Libanaise qui était étudiante avec lui à Yale, et qui, après quelques années, a fait le choix de revenir au Liban. Elle en pinçait pour lui, Voilà, comme beaucoup, son côté séducteur à Walid. Comme beaucoup. Elle en passait pas mal pour lui, et donc, elle est originaire de Beyrouth, donc elle va essayer d'un peu l'aider dans sa quête localement. Et c'est là où on va découvrir que c'est une région du monde qui est assez compliquée, avec une histoire assez chargée. Et c'est là où cette histoire va se mêler avec la guerre pas mal en Syrie aussi. La guerre civile libanaise et tout, les affres de la guerre civile libanaise qui sont pas encore complètement, si vous voulez, réglés. Donc c'est tout se mélange. Il y a un sens, bien sûr. Il y a un sens. Il faut pas tout dire. Mais c'est là où Walid va être confronté à une histoire qui le dépasse complètement. C'est une histoire assez énorme. Et il va être complètement aspiré. Voilà. En tout cas, il va passer 6 semaines à Damas. Et là, il fait la connaissance de Mustapha, un enseignant syrien à la retraite, qui lui glisse un mot à l'oreille et lui dit: je peux te conduire à Marwan. Oui, il y a un peu d'espoir qui naît. Si vous voulez, Walid a attiré l'attention là-bas parce que dans la mesure où, vous savez, on a eu pas mal de coopérants syriens dans les années 60-70 en Algérie, et la plupart d'entre eux sont rentrés en Syrie, et il va tomber sur un groupe de nostalgiques de l'Algérie, en fait, une scène un peu surréaliste à Damas, et des gens qui toutes les semaines se réunissent pour parler de leur beau temps en Algérie dans les années 60, 70 et tout. Alors ils se demandent, enfin, qui sont ces gens. C'est assez surréaliste, et puis comme lui il vient d'Algérie, il le reçoivent assez bien, et voilà, donc il y a des personnages un peu particuliers qui naissent un peu dans des quatre coins de la planète, qui ont tous un lien, si vous voulez, avec l'Algérie. Ça c'est sûr. Il sera kidnappé à Damas et conduit à Alep. Il rencontre une autre femme, Nadine, qui elle aussi s'entiche de lui. Oui. Là aussi, voilà, c'est une combattante. En fait, il faut ajouter que le récit se passe entre 2014 et 2015. Oui. Et on est en pleine. Alors quand il est en Syrie, on est en plein conflit syrien. Et à ce moment-là du conflit, le gouvernement syrien était pas mal en difficulté. Donc il va être brièvement mêlé à cette histoire-là aussi, qui s'en mêle bien sûr avec l'histoire originelle, si vous voulez, du crime à Taman Rasset. Donc tout se mélange, et il va être témoin, en fait, si vous voulez, de ce drame en cours. Et il y a une femme qui est combattante, qui alors s'entiche de lui.
Oui et non, parce que on est dans un contexte de, vous savez, de guerre. Flou. Ouais, c'est un peu flou. On est dans un contexte de guerre où, enfin, c'est assez bestial. Hein. C'est assez. Il y a pas tellement de place pour les sentiments. Oui, savez. Elle sent que la mort rôde et elle a envie juste d'avoir un petit peu de bonheur, ouais, un peu de soleil dans sa vie. Voilà, c'est la mort rôde vraiment partout. Hein. Partout, donc, oui. Chacun pense pouvoir y rester le lendemain. Donc c'est assez macabre, si vous voulez, comme rencontre. Mais bon, c'est partie gérer de la vie, non, en fait, c'est partie de ce qui se passe dans ce genre de conflit absolument horrible. Ouais, oui. Il y a encore une autre femme dans l'étape Moscou, donc en Russie, Anastasia. Ouais. On va pas dire trop sur elle, mais non, juste on cite. C'est un personnage aussi important, mais là encore, c'est une femme assez forte, hein, pour le coup, assez forte, avec beaucoup de caractère. Qui lui fait visiter Moscou quand il est à Moscou, mais qui ouais, là je suis en train de réfléchir à comment parler d'elle, mais c'est un personnage qui a beaucoup de une très forte personnalité et qui elle sait ce qu'elle veut, ouais. Elle sait ce qu'elle veut, ouais. Et il est à Moscou en février 2015 et il rencontre enfin ce Malouane, mais pas n'importe où. Oui. Pas n'importe comment aussi, hein. Il y a une rencontre un peu surréaliste dans une église, en fait, dans un confessionnal d'une église, qui, c'est quelqu'un qui veut pas forcément montrer son visage, bon, voilà. Il est dans un confessionnal, d'abord, et puis ouais. Son visage, c'est pas vraiment ses traits, parce qu'il a subi une opération de chirurgie esthétique. C'est un personnage, si vous voulez, qui est assez complexe. Qui est très complexe. Qui est le produit de son histoire, de ses origines. Tout ça se mélange. Oui. On peut penser que cette personne est un criminel. Alors c'en est un, ça c'est la vision un peu, je vais pas dire simpliste, mais bon, qui est réelle. Mais il y a toujours des raisons à ça, si vous voulez. J'aime pas je crois pas vous savez, aux méchants qui soient purement méchants depuis le début. Il y a toujours une part d'humanité chez chacun, enfin j'espère. On ne naît pas méchant, si vous voulez. Et donc lui c'est pareil, il est pas né horrible criminel, mais il est le produit de son histoire, de son environnement, de son. Oui, parce qu'il a des origines algériennes. En fait, on apprend que son arrière-grand-père appartenait à la tribu des Oufia, près d'Al-Harrach. Et là, vous rejoignez l'histoire de l'Algérie. Vous parlez de l'histoire de l'Algérie ou du début de la colonisation avec un certain recul. Vous êtes né à Alger, vous avez vécu à l'étranger, et c'est peut-être une vision intéressante pour nous lecteurs. C'est-à-dire, si vous voulez, j'ai voulu mélanger notre histoire avec d'autres éléments historiques ailleurs. Et en fait, le fait de vivre ce roman-là, si je vivais en Algérie ou en France, je n'aurais pas pu l'écrire. J'aurais pas eu peut-être, je pense pas, le recul nécessaire, si vous voulez. Et en fait, vivre dans un environnement anglo-saxon m'a amené à me poser certaines questions. Je m'explique. De pas mal d'amis qui ne connaissent pas l'Algérie, ou en tout cas ils savent qu'il y a une histoire un peu douloureuse avec la France, mais ça s'arrête là. Donc, on me posait pas mal de questions et avec un regard un peu différent, et ça moi-même amené à me dire ok, bon, ça c'est pas normal en fait. Et donc s'affranchir un peu cette pression assez continuelle en fait entre les deux pays m'a aidé, si vous voulez, à écrire ce récit. Et donc c'est pour ça que m'extraire un peu de cette bulle France-Algérie, et écrire ça avec de manière un peu détachée, et tout en le mélangeant avec d'autres éléments historiques qui ont lieu ailleurs, ça fait du sens, hein, je sais pas mélanger ça pour le mélanger, aide, si vous voulez, à prendre du recul et à voir cette histoire-là avec un œil un peu différent. Et c'est ce que j'ai voulu écrire en fait. Et donc et du coup ça aide à se poser certaines questions en disant parce que vous savez, quand on est dedans, on pense que c'est normal, hein, finalement tous les 2 mois il y a des soucis ou ça suscite beaucoup de passion, et c'est normal, ça nous touche tous. Mais quand on arrive un peu à s'en extraire, on voit ça avec un autre œil, et on se dit il y a des choses qui sont pas vraiment normales, et si on les traite pas, en fait, dans un siècle, on est encore à en parler. Alors que c'est pas des sujets qui ont malheureusement été traités. Quand je dis traités, c'est de manière calme et en mettant la passion de côté. Et c'est pas facile, hein. Mais voilà, le fait de s'en extraire un petit peu m'a permis d'écrire ce récit. Ça a été votre démarche, en tout cas. Ouais, absolument. Et sachant que
Vous savez, l'histoire de l'humanité, c'est une histoire de mélange, de brassage, il y a toute une planète autour, si vous voulez, et c'est ce que j'ai voulu décrire dans ce roman. Et c'est pour ça que le héros, se balade pas mal, ouais. Il se balade pas mal, ouais. Et il y a une sorte de suspense parce qu'on ne sait pas où vous allez nous emmener. Ouais. Et vous nous baladez comme ça dans des régions reculées, ouais. Des régions lointaines et inattendues surtout. Oui, alors en fait, il y en a beaucoup. Oui, alors, chaque chapitre, on va quelque part. Le héros voyage beaucoup. Ça aussi, c'est peut-être aussi le fruit de mon histoire personnelle, parce que j'ai oui, pas mal On rappelle que ce polar, ce livre, se mélange avec votre histoire personnelle aussi. Alors, partiellement. Oui, enfin, la vision du monde peut être parfois similaire. Alors, j'ai rien à voir avec le héros, hein, je tiens non. à le préciser. Mais c'est vrai qu'il traverse pas mal d'endroits où je suis déjà allé. Bon, oui. Voilà. C'est super. Mais j'aurais eu du mal, si vous voulez, à écrire un récit qui se situe dans le même endroit, dans le même pays. Et il faut que ça bouge à un moment donné. Ça fait partie de l'histoire de ma vie. J'ai toujours beaucoup bougé. Vous êtes comme ça, vous vous ennuyez quand vous restez quelque part longtemps. C'est pas que je m'ennuie, non, mais vous avez la soif soif de découvrir d'autres régions. Absolument. Et de par mon travail, je voyage beaucoup et tout. Enfin, en tout cas, avant le Covid. Avant le Covid. Voilà. Oui. Mais donc ça fait partie de moi aussi. Il y a un peu de ça, ouais, absolument. L'aventure se poursuit en Inde, à Singapour, ouais. En Nouvelle-Calédonie, en Papouasie, Nouvelle-Guinée, en Australie, en Chine, en Allemagne, en France. Vous avez visité tous ces pays? Oui, absolument, ouais. J'ai eu de la chance ouais, bien sûr, ouais. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus marqué, quelque chose d'un peu bizarre, d'inattendu dans l'un de ces pays que vous citez? Ils sont tous très différents. Il y a toujours des choses intéressantes dans ces endroits-là. Mais ce que je voulais montrer, en fait, c'est que Walid il voyage beaucoup, mais à chaque fois, si vous voulez, tout ramène à l'Algérie, en fait. L'Algérie, surtout son histoire, est centrale à l'histoire. Où qu'il aille. Et quelles que soient les personnes qu'il rencontre partout, l'Algérie est au cœur de tout. Et en fait, si vous voulez, si on ramène ça à moi, c'est un peu ça aussi, parce que où que j'aille, j'ai beau aller un peu partout, vivre un peu partout, je ne coupe pas avec chez moi, jamais. Les racines. Alors c'est plus que les racines, hein, c'est chez moi. C'est l'identité. Oui, enfin c'est la maison, c'est la famille, c'est chez moi, c'est l'endroit où j'ai grandi. Et personnellement, après, on est tous différents, mais en tout cas en ce qui me concerne, je n'y coupe pas. Et la maison, l'Algérie, Alger, chez moi, ça a toujours une place centrale, où que j'aille, quoi que je fasse. Et donc, et ce héros-là, où qu'il aille, quoi qu'il fasse, l'Algérie, son histoire est au cœur. Voilà, il y a toujours des pans de l'histoire de l'Algérie qui ressurgissent au fur et à mesure des chapitres, et on retrouve aussi la guerre de libération, la Première Guerre mondiale, etc. En tout cas, c'est une histoire qui a commencé au 19e siècle, qui a détruit la famille de Marwan Mansour sur plusieurs générations. Ces assassinats ont commencé au 19e siècle. Et ça peut traîner comme ça, le malheur, le mal-être, sur plusieurs générations. Oui, si vous voulez, en fait, c'est même montré scientifiquement. Je crois que les traumatismes se transmettent, en fait, sans qu'on, de manière inconsciente. Et là, ce que je voulais montrer, c'est que sur des générations, sur des problèmes qui n'ont pas été traités, ces traumatismes, même dans le non-dit, se transmettent dans le non-dit, dans les silences, et ce sont des gens qui ont été détruits sur plusieurs générations par un traumatisme qui n'a pas été traité. Et à travers une histoire, si vous voulez, je voulais montrer, qui se déroule sur des générations, c'est le fond de l'histoire, le roman se situe entre 2014 et 2015, mais comme quoi, quand certains problèmes, certains gros traumatismes, si on ne les traite pas, ça perdure. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, si on ne le traite pas, dans un siècle, on est encore en parler de ça. Et c'est ce que je voulais montrer à travers une histoire romanesque. Mais aussi un point important, c'est que tous les faits historiques que j'énonce dans le livre sont vrais. Hein. Vous vous êtes documenté avant sûr. de vous attaquer à ce polar. Oui, bien sûr, ouais. Donc vous connaissez bien l'histoire de l'Algérie. Vous êtes remonté jusqu'au XVIIIe siècle, ou même avant. Oui, bien sûr, ouais. Mais si vous voulez, bien sûr, l'histoire d'Algérie, je suis tombé quand j'étais petit. Oui. Si vous voulez, avec mon père, et donc j'ai toujours été bercé par ça. On a une histoire qui est très très riche, qui est vraiment fascinante. Et donc je voulais montrer une partie de ça. Et d'ailleurs, une des raisons pour laquelle j'ai écrit ce roman, si on parlait tout à l'heure du fait que je l'évolue dans un environnement anglo-saxon, et le fait que je veuille mettre ça dans un environnement un peu plus global,
c'est de faire découvrir cette histoire aussi à d'autres en dehors de la France et de l'Algérie. Une histoire qu'ils ne connaissent pas du tout. Et mettre ça dans un contexte global, ça permet déjà d'intéresser le plus grand nombre et surtout de sensibiliser à notre histoire qui en fait a eu un impact sur le reste de la planète. On en parle peu, mais et peu le savent. Quand je parle de ça à des amis à Londres, on n'avait aucune idée. Et puis après ça, vu comme ça, après ils ramènent ça à eux-mêmes, si vous voulez, à leur propre histoire. Et là, voilà, on voit le sens. Je vais pas en dire trop là-dessus, mais si vous voulez, c'est une des raisons qui m'a poussé à écrire ce roman. Ouais. D'accord. En tout cas, pour revenir au personnage de Walid, à la fin, il va retrouver un peu de sérénité quand même, parce qu'il a été pas mal tourmenté. Il va même faire de la prison. Et puis, mais après, le geste symbolique, c'est qu'il ira se recueillir sur la tombe de Zeynep, un peu pour soulager sa conscience. Oui, soulager sa conscience. Mais vous savez, en fait, aussi un des thèmes principaux, c'est que ce périple va lui complètement le transformer. C'est-à-dire que il va se découvrir une humanité qu'il avait perdue, ou qu'il ne pensait ne pas avoir, mais en fait qu'il avait perdue, parce qu'on a tous un peu d'humanité quand même en nous. Et il va se découvrir un autre homme. En fait, il va devenir quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui aussi m'intéressait de montrer. C'est comment on peut changer quelqu'un, comment le monde extérieur peut nous changer, comment, même malgré le fait qu'on ait fait des choses terribles, en l'occurrence Walid, je vais pas trop révéler, mais malgré tout ça, malgré ses problèmes, le fait d'être confronté à cette histoire qui est terrible, va le transformer et va paradoxalement faire de lui quelqu'un de meilleur en fait, dont il ne soupçonnait même pas l'existence. Et donc en chacun d'entre nous, il y a un espèce de petit Walid qui sommeille, si vous voulez, mais dans le bon sens du terme. Et on est tous capables d'être meilleurs en fait. Et c'est quelque chose que je voulais montrer à travers cette transformation. À travers cette transformation, tout à fait. Adib, est-ce que vous êtes en train de préparer quelque chose? Un autre livre? Oui, j'ai commencé à travailler sur un deuxième opus. Alors c'est pas une suite, je vais pas faire de suite à ça, mais c'est quand je dis un deuxième opus, c'est sur les mêmes thèmes. Alors pas les thèmes. Quand je dis les mêmes thèmes, c'est pas les thèmes historiques, etc. C'est j'adore lier histoire, en l'occurrence l'histoire de l'Algérie, et le présent, si vous voulez. Et c'est un domaine qui moi me fascine. Les Anglo-Saxons font beaucoup ça. Les francophones beaucoup moins, je trouve, mélanger les deux comme ça. Et je trouve qu'on a une histoire qui est assez inexploitée dans ce domaine-là. Je parle pas de romans historiques ou de livres d'histoire. Et donc, je travaille sur un deuxième opus qui parle de crime aussi, mais qui mélange histoire, alors pour le coup, des périodes de l'histoire qui n'ont rien à voir avec Marie Basse, l'histoire d'Algérie, et histoire présente. Ouais. Avec toujours donc pas mal de voyages parce que du crime, des crimes et de l'histoire. Oui, avec du voyage aussi parce que avec bon, c'est beaucoup de voyages. Il y a encore d'autres voyages que vous voulez nous faire découvrir. Il y en aura un petit peu, oui. Vous avez fait le tour du monde. Oui, mais. Et quels sont les pays où vous n'êtes pas allé en fait? On va poser la question comme ça. Il y en a quand même. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Mais tout revient à l'Algérie à chaque fois, vous voyez. Donc on a beau aller partout, au bout du monde, on revient toujours au même point. En tout cas, en ce qui me concerne. Ouais. Oui. Quelles sont vos lectures préférées? Est-ce que vous lisez en anglais aussi? Alors dans la partie roman, policier et thriller, depuis peut-être maintenant 15 ans, je lis exclusivement en anglais. Parce que même si je lis en français, ceux-là ce sont des romans qui sont traduits, donc autant les lire directement en anglais. Oui. Dans ce domaine-là, le reste non, mais dans ce domaine-là, oui. Je trouve que c'est une habitude que j'ai prise. Bon, déjà c'est plus facile quand on habite à Londres, mais ils ont un sens du rythme qui moi me plaît beaucoup plus. Est-ce que vous seriez tenté d'écrire en anglais carrément? Pas en littérature, non. Pas en littérature, non. Pourquoi? Je suis plus à l'aise en français là-dessus. C'est langue de prédilection dans l'écriture. L'anglais, si je devais écrire un bouquin qui parle de mon environnement professionnel, ce serait évident. Je pourrais pas le faire en français pour le coup, parce que l'anglais c'est la langue que j'utilise tous les jours dans le travail, donc c'est le vocabulaire, voilà. Mais en littérature, non, ce serait le français. Ouais. Vous êtes plus à l'aise en français. Ouais, en littérature. Qu'est-ce que vous écoutez comme musique? Comme musique, moi je suis un inconditionnel de Jamiroquai. Jamiroquai, ouais. L'homme au chapeau. Absolument. Depuis petit en plus. Je suis pas très original là-dessus, mais j'ai pas beaucoup. Vous revenez souvent en Algérie quand même? Oui, bien sûr. Régulièrement. Oui, mais ma famille est là, oui, absolument. Oui. Absolument. Et qu'est-ce que vous aimez à Londres?
Qu'est-ce que vous Qu'est-ce aimez que j'aime à Londres? beaucoup J'aime l'aspect cosmopolite de Londres. Et encore une fois, ça fait partie de moi. J'ai toujours été attiré par la diversité des cultures. Et à Londres, c'est un endroit qui est très cosmopolite. Melting pot. Ouais, où on trouve le monde entier. Et c'est quelque chose qui, moi, me fascine et que j'adore. Ouais, absolument. Alors, vous êtes prêts pour le questionnaire de Proust? C'est la dernière partie de l'émission. Ah oui, oui. Allez. Quelle est votre vertu préférée? Ma vertu préférée, je dirais la compassion. Je sais pas si c'est une vertu, mais ouais. Ça marche, ouais. Ça tranche avec Walid, hein. Ouais, ça tranche avec dis-moi le Walid du début. Oui. Parce qu'à la fin, il change. Absolument. La qualité que vous préférez chez un homme? Bon, l'honnêteté. Quel est le principal trait de votre caractère? Je dirais la curiosité, mais la curiosité intellectuelle. Ouais, j'aime bien creuser. Qu'est-ce que vous appréciez le plus chez vos amis? Leur support inconditionnel. Votre principal défaut? Adib Benazi. Je pense des fois une tendance un peu à m'éparpiller. Ouais. Votre occupation préférée? Mon occupation préférée, j'aime bien faire de la photographie. Je fais de la photographie. Ah, de la photo? Ouais, je fais de la photo de rue. Vous prenez des photos de rue, de personnages? Oui. Quand vous voyagez, et ici? Absolument, partout où je vais. D'ailleurs, je fais des expositions. Ouais. Ça remonte à quand, cette passion? Pas si longtemps que ça, en fait, peut-être une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Ah, ouais. ça doit être très intéressant, c'est de l'histoire aussi. Oui, absolument. Ouais, absolument. Quel est votre rêve de bonheur? Mon rêve de bonheur? Oui. Mon rêve de bonheur, j'en ai beaucoup. Bon, un qui vous tient particulièrement à cœur. Un qui me tient à cœur, je dirais peut-être si je pouvais vivre de l'écriture et ne faire que ça, ça serait extraordinaire. Donc vous renonceriez à votre travail dans le domaine de l'intelligence artificielle? Je sais pas, parce qu'on est dans le domaine du rêve, hein, donc oui. je sais pas si je pourrais arrêter. Peut-être, il faut avoir des prix, peut-être. Mais continuer, ouais, persévérer. Ouais. Quelle est la couleur que vous préférez? L'indigo. L'indigo, le bleu indigo. Ouais. Quelle est la fleur que vous aimez? L'acacia. Allez, on reste dans la nature. L'oiseau que vous préférez aussi? Le hibou. Qu'est-ce que vous détestez par-dessus tout? La mauvaise foi. Pas très original. Mais Quel est votre état d'esprit actuel? Très positif. Ah oui. Les fautes qui vous inspirent le plus d'indulgence? Les fautes qui m'inspirent le plus que d'indulgence. Vous pardonnez facilement? Il faut que je pardonne beaucoup. Hein. Donc, c'est sympa, là. Ouais. J'aurais peut-être à dire ça, mais... Ah oui, surtout vos amis, ils vont en abuser, hein, s'ils écoutent, là. Non, je dirais, vous savez, je pardonne, je suis assez indulgent de manière générale, donc je dis pas de faute en particulier. D'accord. Très Et grave. quelle est votre devise dans la vie? Ah, j'ai vous savez, je sais pas si c'est une devise, mais ça pourrait être vous savez, cette phrase de Omar Khayyam, sois heureux un instant, cet instant c'est ta vie. D'accord, c'est noté. Des petites questions de votre interlocutrice, celle qui est en face de vous. Oui. Quel métier vouliez-vous exercer quand vous étiez petit? Je voulais être pilote. Mais vous pilotez oui, aussi. des petits avions, ouais, absolument. Mais ça c'est extra, depuis quand? Comment ça se passe? J'ai commencé assez tôt, c'était quand j'habitais en Afrique, j'ai commencé à 17 ans en fait à piloter. Vous avez pris des cours? Oui, absolument. Des petits avions? Des Cessna, des Piper, etc. Ouais. C'est quoi la sensation c'est extraordinaire. D'être en haut dans le ciel et d'être son propre pilote, quoi? C'est une sensation qui est magnifique. Vous avez embarqué des amis ou votre maman? Oui, bien sûr. Oui, ma votre mère. Votre maman, elle n'a pas eu peur? Oui, non. Je trouve ça formidable et original. Ouais. Bah, c'est une chance. Hein. J'ai eu l'occasion de le faire assez jeune. Et puis après, quand j'ai commencé à travailler, j'ai pu de nouveau me payer des heures de vol. Donc, oui. Est-ce que ça continue? Oui, ça vous arrive votre dernier voyage là dans les airs? Dans les conduit airs. par vous-même. Bah, il y a quelques mois dans la région de Londres, ouais. Ah, chouette. Pour tout vous dire, c'est sur un petit avion russe qui s'appelle le Yak-52, qui est un avion de voltige très rustique, mais exceptionnel à piloter. Ouais. Vous faites des voltiges aussi dans le ciel? Oui, un petit peu. Pas de le cœur, pas de... Non. Pas de tête qui tourne? Non, pas de tête qui tourne, mais vous savez, en plus, j'ai quelqu'un qui a le vertige.
Mais en avion, non. Mais vous savez, il y a beaucoup de pilotes en fait. Enfin beaucoup. C'est pas rare chez les pilotes qui ont le vertige. C'est quand même curieux. Ouais. Quelles étaient vos idoles quand vous étiez ado? Chanteurs, voilà, les chanteurs, les groupes. Mes idoles quand j'étais ado. Oui. Là, je vais revenir à Jamiroquai. En fait, j'ai toujours été fasciné par l'image, le chapeau. Donc, je trouvais ça assez intéressant. Mais aussi tout ce qui est idole révolutionnaire. Alors, ça peut être très original. Vous savez, Che Guevara et tout. Quand on est ado, c'est quelque chose de C'est toujours un chapeau, encore une fois. Alors, Adib, qu'aimeriez-vous recevoir pour votre prochain anniversaire? Vous savez, pour moi, c'est simple. Un peu de chocolat et je vous donne tout. Ah bah vraiment, on est pareil là sur ce point. Qu'est-ce que vous faites le week-end? Beaucoup de choses. Ça peut être, il y a de la lecture, il y a du tennis, il y a de l'aviation, il y a du cinéma, il y a, ouais. Avec quelle personnalité aimeriez-vous être bloqué dans un ascenseur? Vivante ou morte ou? Comme vous voulez. On est dans le rêve là. Les ascenseurs fonctionnent. Ouais. Vous savez, Jugurtha. Ah. Ouais. Je serais très curieux de savoir qu'il avait une relation avec Rome un peu particulière. Et il a fait des choses au Sénat romain assez intéressantes, je trouve. Ouais. Oui, ok, c'est noté. Ouais, c'est noté. Ouais. Où aimeriez-vous passer vos prochaines vacances? En dehors de l'Algérie, vous voulez dire? Ouais. Vous choisissez ce que vous voulez. Ouais. On pense pas au Covid. On pense pas au Covid. Voilà, on rêve. J'aime bien l'Italie. Ouais. Ok. Ouais. Dernière question. Vous m'invitez à dîner. Qu'allez-vous cuisiner pour moi? Un poulet tandoori. Ah, j'adore. Eh bien, voilà, on arrive à la fin de cette émission. Ce fut très agréable. Vous nous avez fait voyager. On a été des globetrotters. Il y avait du suspense, du rêve. Et puis, l'histoire se termine bien. Et ça, c'est très positif. Merci d'avoir accepté de venir nous parler de Marée Basse, votre premier roman, Adib Benazi. Et ce roman est sorti aux éditions d'Aliman. Merci infiniment. Merci, Mariam. Merci mes amis, merci à Hind Janhiya à la réalisation. Et puis on vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 22h sur Alger 3. Merci.